j'ai les 1000 abonnés, mais pas grâce à vous, je les ai eu 6-7 mois plus tard. Voilà, donc merci, 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 merci beaucoup. Voilà. Je vous ai aussi écrit sur le même post que j'aimerais bien faire une FAQ du coup pour les 1000 abonnés pour un peu plus me connaître et se connaître aussi, parce que si vous aussi vous répondez aux questions en même temps, etc., je trouve ça trop bien. Mais du coup vous pouvez m'écrire vos questions soit en commentaire de cette vidéo, soit en répondant du coup au post qui est dans l'onglet communauté. Je sais pas quand est-ce que je tournerai cette FAQ. Je pense quand j'aurai assez de questions, que ça fasse assez de matière pour une vidéo de 20-30 minutes. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie 2 de lecture chuchotée du Horla de Maupassant. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose de tranquille. Donc c'est pas une vidéo type podcast les amis. Je fais une petite pause parce que je suis en train de réfléchir à quel sujet je pourrais aborder tout simplement. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, si vous avez vu la première vidéo de lecture chuchotée et que vous en rappelez ou que vous voulez aller la voir, vous pouvez. On s'était arrêté au 4 juillet quand notre ami, du coup le narrateur de l'histoire, commence vraiment à souffrir de démence. Donc on reprend au 5 juillet. Ai-je perdu la raison? Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé, puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de 2 heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous, un homme qui dort, qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis, tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombai sur une chaise. Puis, je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi. Puis, je me rassis éperdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau. Qui? Moi sans doute. Ce ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais, sans le savoir, de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a 2 êtres en nous, ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, anime par moments, quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Ah, qui comprendra mon angoisse abominable? Qui comprendra l'émotion d'un homme saint d'esprit, bien éveillé, plein de raison, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi, et je restai là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. 6 juillet, je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit, ou plutôt je l'ai bu. Mais est-ce moi? Est-ce moi? Qui serait-ce? Qui? Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera? 10 juillet, je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant, le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu, toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. 8 juillet, j'ai supprimé
tu m'as, fils, et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentrée à l'hôtel très gai par les boulevards. Au coudoiement de la foule, je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine, car j'ai cru, oui j'ai cru, qu'un être invisible habitait sous mon toit, comme notre tête est faible et s'effare, et s'égare vite dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots, je ne comprends pas que la cause m'échappe, nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. 14 juillet, fête de la République. Je me suis promenée par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « amuse-toi », il s'amuse. On lui dit « va te battre avec le voisin », il va se battre. On lui dit « vote pour l'empereur », il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « vote pour la République » et il vote pour la République. Ceux qui le dirigent sont aussi sots, mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées, certaines immuables, en ce monde où l'on est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet, j'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublée. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur de Limoges. À Limoges, pardon. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarai tout à fait incrédule. Nous sommes, affirmait-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire, un de ses plus importants secrets sur cette terre, car elle en a certes d'autres importants, là-bas, dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits, et il tâche de suppléer, par l'effort de son intelligence, à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants, je dirais même la légende de Dieu, car nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelque religion qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Mais depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue et nous sommes arrivés vraiment, depuis 4 ou 5 ans surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur Parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ?»« Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublée, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de Madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haleter. Au bout de 10 minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, dit le médecin, et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir, que voyez-vous dedans ?» Elle répondit « Je vois mon cousin. » « Que fait-il ?»« Il se dort.
affiché sur ce portrait. Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle fut dans une classe. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez !» Mais le docteur ordonna « Vous le ferez demain à 8h, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous le supplierez de vous prêter 5000 francs parce que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent, non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie, en même temps que sa carte de visite? Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrai donc et je me couchai. Or, ce matin vers 8h30, je fus réveillée par mon valet de chambre qui me dit « C'est Madame Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. » Je m'habillai à la hâte et je la reçus. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés, et sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. » Lequel, ma cousine? Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de 5000 francs. Allons donc, vous. Oui, moi, ou plutôt mon mari, qui me charge de les trouver. J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce, préparée d'avance et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche, et je repris « Comment? Votre mari n'a pas 5000 francs à sa disposition. Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander ?» Elle hésita quelques secondes, comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir. Puis elle répondit « Oui, oui, j'en suis sûre. Il vous a écrit. » Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter 5000 francs pour son mari. Donc, elle osa mentir. « Oui, il m'a écrit. » « Quand donc? Vous ne m'avez parlé de rien hier. »« J'ai reçu sa lettre ce matin. Pouvez-vous me la montrer? » ?»« Non, non, non. Elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai brûlée. »« Alors, c'est que votre mari fait des dettes. » Elle hésita encore, puis murmura « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement « C'est que je ne puis disposer de 5000 francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. « Oh, je vous en prie, trouvez-les. » Elle s'exaltait, joignait les
J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire aux sciences naturelles dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du mont Saint-Michel, mais dans les Indes, nous subissons effroyablement l'influence de ceux qui nous entourent. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet. Je suis revenue dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août. Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les 2 autres. Quel est le coupable? Bien, enfin, qui le dirait? 6 août, cette fois je ne suis pas fou. J'ai vu. Je ne puis plus douter, j'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je me promenais à 2 heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commence à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait 3 fleurs magnifiques, je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'eût tordue, puis se casser comme si cette main l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva, suivant la courbe qu'aurait décrite, un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante de taches rouges à 3 pas de mes yeux. Éperdue, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination? Je me retournai pour chercher la tige et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisé, entre les 2 autres roses demeurées à la branche. Alors je rentrai chez moi, l'âme bouleversée, car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite, comme moi, sous mon toit. 7 août, j'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous, j'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants, même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur, et soudain leurs pensées, touchant l'écueil de leur folie, s'y déchiraient en pièces, s'éparpillaient, sombraient dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques, qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes, et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris, parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi, tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi? Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire des noms propres, ou des verbes, ou des chiffres, ou seulement des dates. Les localisations de toutes
j'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse quand on a laissé au logis un malade aimé et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc je reviens malgré moi, sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien, et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. Et voilà, c'était la deuxième partie de cette lecture chuchotée sur le Horla. Là on voit bien que notre narrateur est en train de beaucoup se questionner et de penser du coup à l'autre avec un A majuscule. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.